Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh bien, Véronique, nous sommes tout ouïs pour cette correction ou cette proposition de correction et je te laisse la parole et l'écran. Bonsoir Jean-Paul, merci beaucoup. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Donc, bienvenue dans ce live de correction. Donc, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Véronique Gauthier, je suis enseignante à mission CRPE. Mon domaine, c'est le français. Je m'occupe de l'écrit, donc tout ce qui est épreuve d'admissibilité, étude de la langue, lexicologie, ainsi que l'épreuve rédactionnelle. Je m'occupe également de la partie de la leçon de français, puisque j'ai été institutrice pendant de très nombreuses années. Et je m'occupe également dans la deuxième partie, dans le deuxième entretien, de tout ce qui relève du système éducatif et des valeurs de la République. Je suis donc enseignante sur notre plateforme. Je suis également enseignante en présentiel, puisque je fais ces matières-là dans notre école d'Aix-en-Provence et également à Paris, dans notre école de Paris. Donc voilà, c'est les missions que j'occupe auprès de notre école. Donc, le but du live de ce soir, c'est de vous apporter quelques éléments de correction sur l'épreuve de français qui a eu lieu mardi. Nouvelle épreuve, puisque vous savez que le concours a changé cette année. Donc, pour ceux qui l'avaient déjà passé, vous vous êtes aperçus qu'au niveau de l'étude de la langue et de ce qu'ils appellent la lexicologie, la compréhension lexicale, c'était quand même assez semblable à ce que nous avions déjà connu. Et puis, c'est vrai que la nouveauté, ça a été pour cette troisième épreuve, cette épreuve rédactionnelle, où on n'a plus cette terrible épreuve que nous avions avant, c'était une espèce de synthèse, et où là, on a une épreuve un peu plus littéraire. Nous avons, nous, dans nos classes, beaucoup travaillé sur les sujets zéro et on s'est aperçu que finalement, cette épreuve de concours de mardi était assez semblable à ce qui avait été proposé dans les sujets zéro. Donc, on n'a pas eu de mauvaises surprises. Après, le but de ce live, c'est aussi pour les personnes qui veulent se lancer dans la grande aventure du CRPE pour l'année prochaine, eh bien, de leur permettre de voir un petit peu quelles sont les attentes. C'est aussi l'occasion de pouvoir commencer à voir ce qu'ils doivent travailler, sachant que si effectivement vous souhaitez vous lancer dans cette aventure, eh bien, il n'y a pas que le français, hein, il y a les mathématiques, il y a les applications, il y a le PS, il y a tout ce qui est connaissance des valeurs de la République, il y a énormément de domaines. Donc, si véritablement c'est votre projet, eh bien, il faut vous y prendre le plus tôt possible. Donc, ces lives, c'est aussi l'occasion pour vous de voir un petit peu eh bien, ce qui est attendu. Comme vous l'a dit Jean-Paul, vous pouvez poser des questions par le biais du chat. Jean-Paul y répondra quand il peut y répondre. Sinon, il me les passera et je répondrai évidemment à toutes vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas. Et je tiens à dire que je suis ravie, Jean-Paul, de faire ce live avec toi parce que je suis sûre que tout se passera bien. Voilà. Donc, si nous n'avons pas de questions, je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on commence. Alors, bien volontiers et tout le monde est d'accord. Bon, eh bien, on est parti. Donc, on y va. Je vais lancer le diaporama. Alors, attends, parce que… Est-ce que tu… Non, tu ne l'as pas là. Attends, j'ai un trou. Tu as partagé l'écran, Jean-Paul? Ouais. C'est bien possible. Non, non, c'est moi qui… Est-ce que tu l'as là, à l'écran? Correction épreuve de français. Ben, voilà. Donc, on est parti sur cette correction de cette épreuve de français. Nous avons eu un très beau poème de Victor Hugo qui est extrait de L'art d'être grand-père, Georges et Jeanne. Donc, il ne fallait pas paniquer parce que c'était un poème. Finalement, dans les questions, on s'est aperçu qu'on ne nous posait pas de questions stylistiques et c'est un poème qui est quand même extrêmement narratif. Donc, ce qui était le plus important, c'était bien d'en comprendre la teneur. Comme je le dis à mes étudiants tout au long de l'année, l'épreuve maintenant, il est beaucoup plus pertinent de faire les trois épreuves dans l'ordre, puisque le fait de travailler l'étude de la langue, puis le lexique, ça vous permet déjà de rentrer dans le texte et donc d'avoir déjà des idées par rapport à l'épreuve rédactionnelle.
Donc, c'est vrai qu'il est beaucoup plus judicieux de faire les épreuves dans l'ordre pour pouvoir avoir déjà une approche de ce texte. Il ne présentait pas de difficultés particulières. Hugo, bien, il y a beaucoup à dire, hein, et ça se lit assez facilement. Donc, ils n'ont pas non plus cherché à piéger les candidats. Hormis le fait que dans les sujets zéro, on avait 2 auteurs du 20e et ils nous ont quand même mis pour l'épreuve un auteur du 19e. Vous savez que cette année, ça a été la première fois au CRPE que nous avons eu un sujet national, c'est-à-dire un seul sujet pour toute la France, alors que traditionnellement, il y avait des groupements. Voilà. Et c'était vraiment la toute première année où le CRPE a été national, ce qui finalement est beaucoup plus juste, hein, puisque tous les candidats seront notés sur le même sujet. Voilà, donc, nous allons commencer par l'étude de la langue. Vous savez, pour ceux qui ont préparé le concours cette année, que nous n'avions pas le barème. Donc, on avait un grand questionnement, comment vont se répartir les points sur 20 sur les 3 épreuves. Et puis finalement, eh bien, on n'a pas eu de surprise. C'était sur 7 points. En cours, on avait misé à peu près entre 7, on avait oscillé 6, 7, 8, 9 points. Donc, ce qui fait que l'étude de la langue, c'est un peu moins d'un tiers de la note. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et donc, comme je l'ai dit, pour ceux et celles qui rentrent dans le CRPE et qui ont pour projet de le présenter, eh bien, il faut vraiment miser énormément sur l'étude de la langue. C'est là où on peut prendre des points et c'est là où on peut progresser. On avait une première question qui était dans les sujets zéro et à laquelle on s'attendait, donc on n'a pas eu de surprise, qui nous demandait de justifier la terminaison des mots soulignés. Donc, comme toujours, quand on se prépare à ce genre de concours, il faut faire très attention aux consignes. Là, les consignes étaient limpides, on n'a pas eu de piège. On regarde rapidement, on s'aperçoit qu'on a un verbe, un adjectif, un verbe et encore un verbe. Donc, même pas de participe passé. Petite déception quand même, nous, on avait fait un gros travail sur le participe passé. On n'a pas eu de participe passé. Donc, on va commencer la correction. Première justification, c'était juger comme cela dispense mes pensées. Et on vous demandait de justifier, donc juger. Ce qu'il fallait relever, c'est que c'était un verbe conjugué au présent de l'impératif, à la 2e personne du pluriel. Donc ça, on y arrive facilement. Si vous avez l'habitude de dire P5, vous pouvez aussi dire P5. Et il fallait expliquer que pourquoi du pluriel? Parce qu'on part du principe que le poète s'adresse à ses lecteurs. Et on expliquait que le Z est le morphème caractéristique de la 2e personne du pluriel, qu'en fait, on retrouve dans tous les modes et tous les temps, sauf au présent de l'indicatif et de l'impératif des verbes dire et faire, puisque c'est vous dites, vous faites, et à tous les verbes au passé simple. Mais sinon, il était quand même intéressant de noter que le Z… Alors, j'ai parlé de morphème, vous pouviez parler de terminaison, c'était très bien aussi, hein. Après, l'essentiel, c'est que votre terminologie soit adaptée. Voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire pour cette première justification. Donc, point essentiel, on avait un présent de l'impératif et on avait le EZ caractéristique de la 2e personne du pluriel. Voilà à peu près ce qu'il y avait à dire. Nous avions ensuite, devant les êtres purs, d'où monte une humble flamme. Donc, la monte, on expliquait que c'était un verbe conjugué au présent de l'indicatif à la 3e personne du singulier. Pas de souci. Et il fallait bien noter que là, il s'accordait avec son sujet inversé, une humble flamme, et on pouvait rajouter, mais ce n'était pas obligé, que ce sujet pouvait être remplacé par elle, 3e personne du singulier. Donc, vous voyez, élément à donner, le verbe conjugué à la 3e personne du singulier ou à la P3, et on avait donc la notion de sujet inversé. Donc, jusque-là, pas de problème. Il faut que vous compreniez que dans cette épreuve, il faut être très clair, très rapide, très bref et donner les choses de la manière la plus simple qui soit. Vous vous destinez à être professeur des écoles. Il faut donc que vos explications soient claires et nettes. Nous avions… Est-ce qu'on a des questions jusque-là, Jean-Paul? Non, pas de questions. Bien. Alors, le seul accord qui était peut-être un peu particulier, c'était comment justifier le ER à la fin de rêver. Donc là, il y avait quand même une notion que j'ai beaucoup travaillé avec les étudiants, donc j'étais assez satisfaite en fait finalement que ça tombe. On avait le verbe qui est en fait un élément de la périphrase verbale, puisqu'on a une périphrase verbale qui était
peuvent rêver. Donc, qu'est-ce qui justifie en fait que l'on mette ER à la fin de rêver? Nous avons une périphrase verbale modale et une fois qu'on a dit ça, eh bien, ce n'est pas suffisant. Il faut expliquer comment est constituée cette périphrase verbale. Donc, il fallait ajouter qu'elle se compose d'un semi-auxiliaire, ici pouvoir, et que c'est le semi-auxiliaire qui porte les marques de la conjugaison, la personne, ici la P6, le temps, le présent et le mode, l'indicatif, et que effectivement d'un verbe à l'infinitif, d'où le fait que ce soit une périphrase verbale, et ici c'était rêver. Donc c'est vrai que là, dans cette justification, il fallait bien identifier la périphrase verbale. C'était peut-être la petite difficulté qu'il y avait dans ces justifications. Pas de questions par rapport à ça? Toujours pas, Véronique. Mais c'est la mise en jambe, c'est la première question, c'est normal. Oui, c'est normal. Alors après, peut-être que certains qui ont passé le concours se sont dit « Oh, j'ai peut-être justifié en disant on peut remplacer par un verbe du troisième groupe. Hein. Peuvent-ils prendre? Peuvent-ils mordre ?» Voilà. Après, ce genre de justification au CRPE, c'est vrai qu'on voudrait quand même que vous alliez un petit peu plus loin. Et enfin, et moi, désir, projet, les choses insensées. Donc là, c'était un adjectif qualificatif. Alors, ils l'ont identifié. Je pense qu'ils ont été assez gentils dans ce sujet parce qu'on va le voir tout à l'heure. Dans la partie lexicale, ils nous demandent en fait d'expliquer la formation de l'adjectif insensé. Et le fait qu'ils vous le disent, ce soit bien parce que je pense que certains, dans le feu de l'action, auraient pu y voir un participe passé employé comme adjectif, mais le verbe insensé n'existe pas. Donc, ça ne peut pas être un participe et c'est bel et bien un adjectif. Mais c'est assez gentil de leur part de vous l'avoir signifié dans la partie lexicale. Et une fois que vous savez que c'est un adjectif qualificatif, eh bien, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom dont il est l'épithète. Ici, c'est le GN, les choses, au féminin pluriel. Donc, justification avec le nom dont il est l'épithète, mais vous auriez très bien pu dire aussi avec le nom auquel il se rapporte. D'accord? Si vous aviez un doute sur la fonction, surtout ne prenez pas ce risque et vous dites qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Et voilà. Voilà pour cette première question. Alors, Véronique, pour revenir à rêver, j'ai deux remarques. L'une de Marvois. Pouvons-nous justifier par le fait qu'après le deuxième verbe se met à l'infinitif? J'ai sauté un peu. Oui, Ça y est, il faut que je tienne le chat. non, mais l'idée, c'était deux verbes qui se suivent, le second se met à l'infinitif. Voilà, c'est ça. Alors, oui, mais disons que si tout le reste, par exemple, on est au CRPE, si toutes les autres justifications sont parfaitement propres et claires, il se peut qu'on vous accorde quelques points. Mais après, c'est vrai que c'est une justification qu'on va donner aux enfants en classe, bien évidemment. Mais on attend ici que vous dominiez un peu plus les connaissances. Donc, c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux le justifier par le fait que ce soit une périphrase verbale. Voilà. Mais ce n'est pas faux. C'est pas faux. C'est juste que ça manque un peu de technicité. Voilà. Et pour insensé, Sarah demande si on a mis participe passé employé comme adjectif, ce n'est pas bon? Ah non, ah non. Alors, autant là, pas du tout. Surtout qu'on avait la réponse dans le lexique quand il nous disait la formation de l'adjectif insensé. Il nous le disait. Donc, à partir de là, effectivement, non, surtout pas. Parce que participe passé employé comme adjectif, si c'est un participe passé, ça veut dire que c'est le participe passé d'un verbe. Or, le verbe insensé, il n'existe pas. Donc, ça, ce n'était pas bon du tout, du tout. Voilà. Merci. Alors, à la fois, c'était un piège, mais à la fois, il nous y sensibilisait dans la partie lexicale. Voilà. Et voilà pour cette première question, qui finalement était tout à fait accessible. C'est bon? Oui, qu'elle demande si on n'a pas mis vos termes, c'est pas bon alors. Si, mais si, c'est-à-dire adjectif qualificatif, il y a quand même des termes sur lesquels il y a consensus. Après ça va dépendre comment vous allez le dire. Vous savez, ils sont, du moment que c'est propre, c'est ce que je vous dis, ils sont quand même assez indulgents. Après, voilà, me dire qu'un sensé est un participe passé, ça c'est rédhibitoire. Votre réponse, elle est fausse. Mais après, si vous n'avez pas véritablement employé les termes, mais le but, c'est d'avoir quand même une terminologie qui soit conventionnée, qui soit conventionnelle et sur laquelle on ne puisse pas avoir d'ambiguïté. C'est un petit peu le but du jeu.
c'est ce qu'elle rebondit, en fait, même si les explications sont bonnes. Donc, oui, bien entendu. Mais oui, voilà, voilà. Et puis bon, voilà. Je viens de voir passer Cathy. Tu as fait rentrer Oui, Cathy? moi aussi, mais non, on ne l'a pas vu. On l'a pas vu. Bonjour Cathy. Donc, on continue. Question 2. Donc, la question 2, il fallait relever les pronoms. Il fallait ensuite donner leur fonction grammaticale. Donc ça, c'était aussi une question classique à laquelle on s'attendait. Et il fallait ensuite préciser ce que désignent ces pronoms en s'appuyant sur l'extrait et sur le texte. Donc là aussi, ce n'était pas une question du tout surprenante. On l'avait bien travaillée et elle était fidèle à ce qui était demandé dans le sujet 0. Parce que peut-être que certains ne comprennent pas pourquoi j'insiste autant sur les sujets 0, mais on n'avait que ça pour se préparer, puisque le concours changeant, on ne pouvait pas s'appuyer sur ce qui était passé les années précédentes et donc on a vraiment misé notre préparation sur ce que le ministère a publié, puisqu'à chaque fois qu'un concours change ou qu'un examen comme le bac par exemple change, le ministère est dans l'obligation de publier des annales ou des sujets zéro. Voilà, je ferme ma parenthèse pour ceux qui se demandent ce que sont ces sujets zéro. Donc, jugez comme cela dispense mes pensées, eh bien, il y avait un seul pronom. D'accord. Donc, petit a, on va donner sa fonction. Donc, on va quand même dire que c'est un pronom démonstratif. C'était la moindre des choses quand même de préciser qu'il était démonstratif. Et après, de dire qu'il a pour fonction sujet du verbe disperser. Il faut toujours dire de quel verbe. Si vous n'avez pas dit de quel verbe, vous risquez de perdre des points. J'ai l'habitude de mettre le verbe à l'infinitif, mais si vous avez dit sujet du verbe disperse en le remettant dans la forme qu'il est dans la phrase, dans le verbe, c'est juste également. Donc là, j'ai répondu au petit a. J'ai décidé de répondre au petit b dans la foulée. Donc cela, eh bien, il fallait expliquer que c'est un pronom neutre et qui désigne dans les vers les actions et les bavardages des petits-enfants du poète, et puis montrer que vous connaissez la différence entre ceci et cela, et dire que cela sert à évoquer ce dont on a déjà parlé, alors que ceci, c'est pour ce dont on va parler, et que c'est le cas, puisque Hugo nous a décrit tout ce que font ces petits-enfants, et il explique que cela disperse ses pensées. Voilà. Donc, ce n'était pas non plus inaccessible. Nous avions la deuxième phrase avec comme pronom « je distingue éblouit l'ombre que font les palmes ». Donc, nous avions deux pronoms. Donc, on commençait avec le « je » qui était un pronom personnel de forme conjointe. Si vous n'avez pas mis de forme conjointe, ce n'est pas grave. Il fallait juste bien identifier que c'était un pronom personnel. Sa fonction, c'était sujet du verbe distinguer. Donc, là aussi, distinguer ou distingue. Dans la foulée, eh bien, je vais répondre à mon petit b en disant qu'ici, il désigne le poète-narrateur qui, dans une narration à la première personne, fait part de son expérience personnelle et de ses relations avec ses propres petits-enfants. Et ensuite, on avait le que, qui est un pronom relatif. Pronom relatif qui avait pour fonction COD du verbe faire ou COD de fond. Et là, pour l'expliquer, eh bien, il fallait juste dire à quoi il renvoie. Donc, il renvoie au nom ombre. On montre que l'on sait que c'est son antécédent. Donc, on dit qui est son antécédent et on explique qu'il le remplace dans la proposition subordonnée relative pour montrer aussi au correcteur que nous savons qu'un pronom relatif introduit une proposition subordonnée relative. Et voilà à peu près ce qui était attendu pour cette question. Avons-nous des questions? Alors, Cathy demande une question de forme. Est-ce que l'on pouvait faire un tableau et répondre aux deux questions en même temps? Bien sûr, absolument. Oui. Là, je n'ai pas fait de tableau, mais on peut toujours, de toute façon, en étude de la langue, à chaque fois qu'on peut faire un tableau, c'est mieux, à condition que dans votre tableau, ce soit lisible. Parce que des fois, il y a beaucoup de choses à dire et on s'aperçoit que les colonnes du tableau sont trop petites et on écrit mal. Mais lorsqu'on a des réponses rapides à donner, j'ai presque envie de dire que le tableau est préférable. Et toujours Cathy, la consigne était, alors 18 d'abord, la consigne n'indiquait pas de préciser la nature du pronom. Non. Le barème n'en tienne pas compte. Non. Moi, je le mets parce que c'est quand même bien d'identifier un pronom démonstratif, d'un pronom personnel, d'un pronom relatif. Après, c'est compliqué d'expliquer le que sans dire qu'il est relatif. Quand même compliqué. Donc, je l'aurais fait. Voilà. En général, je vous dis, n'en faites pas plus que ce qu'on vous dit. Mais là, moi, je l'aurais fait au concours dans le sens où ça montre quand même qu'on connaît un minimum les différentes catégories de pronoms qui existent.
Mais ce n'est pas demandé. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous ne risquez pas de perdre 2 points. Et Gaël s'interroge aussi, fonction grammaticale, demandait donc nature et fonction, c'est ça? Non, fonction grammaticale, c'est que la fonction, puisque sa nature, c'était pronom. Donc, en fait, ce qu'on appelle fonction grammaticale, c'est fonction. Voilà. En général, on a tendance à faire un raccourci en disant fonction, mais quand vous disiez fonction ou fonction grammaticale, c'est la même chose. D'accord, merci. Et c'est aussi une question qui était relativement accessible, je pense. C'est bon? Oui, c'est bon. Pas d'autres questions? Il n'y en a pas. Hein. Bon, ben, c'est parfait. La troisième question qui aurait peut-être pu vous déstabiliser, moi, elle m'a déstabilisée par sa simplicité, en fait. On vous demande de délimiter les propositions. Alors, nous, en cours, on a fait ça toute l'année, de les délimiter. Donc là, vous étiez en terrain connu. Et après, il fallait voir comment elles sont reliées. Donc là, je pense qu'il n'y avait pas de difficulté particulière, surtout qu'ils nous ont mis les 3 cas possibles. Et c'est souvent le cas dans ce genre de choses-là. Donc, on avait les 3 possibilités. Donc, dans la première, alors là, on est extrêmement méthodique. Du moment qu'on vous demande de délimiter les propositions, vous soulignez les verbes, puisqu'il y aura autant de propositions que de verbes. Donc, on va avoir ouvre, entende et donne, ce qui signifie qu'on a 3 verbes, donc on sait qu'on va avoir 3 propositions. Et si on sait qu'on a 3 propositions, 3 verbes, on sait qu'on a une phrase complexe. Donc ça, c'est la base. Après, eh bien, on cherche les mots subordonnants. Il n'y a pas de mots subordonnants. Donc, s'il n'y a pas de mots subordonnants, ça veut dire que nous n'aurons pas de subordonnés. On regarde comment elles sont reliées et on s'aperçoit qu'elles sont reliées par un point-virgule et par une virgule. Donc, ça signifie tout simplement que nous avons une phrase complexe. C'est important quand même de signifier que c'est une phrase complexe qui comporte 3 propositions indépendantes. Pourquoi indépendantes? Parce qu'elles n'ont pas de mots subordonnants, donc il n'y a pas de subordonnés. On expliquait que la première est juxtaposée aux 2 autres par un point-virgule, donc la juxtaposition par le point-virgule. On pouvait la noter, hein, leurs dialogues obscurs, on n'était pas obligé de l'écrire, mais on pouvait l'écrire. Ensuite, on expliquait qu'après le point-virgule, on avait 2 autres propositions également indépendantes qui, elles, étaient juxtaposées par une virgule. Et de ce fait, on pouvait mettre un petit mot sur le fait que le sujet « il » était donc en ellipse, puisque c'est souvent le cas. Lorsque nous avons une juxtaposition par virgule, on va faire l'ellipse du sujet. Voilà. Donc, globalement, il fallait répondre quoi? Qu'on avait une phrase complexe, que c'était des propositions indépendantes, et elles étaient reliées comment? Par le biais de la juxtaposition avec un point-virgule et une virgule. Voilà. Donc, ce n'était pas infaisable. Des questions? Alors, pas sur celle-ci pour l'instant, mais sur la précédente, il y a Mélodie et Gaël qui parlent de mais, qui n'est pas un pronom possessif dans la question précédente. Je reviens. Alors, mes pensées, sujet. Non, mes pensées, c'est un déterminant possessif, un déterminant. Un pronom remplace un nom, d'accord? Et il est rarement placé devant un autre nom, mais c'est celui qui vient déterminer le nom pensé. Donc ça aussi, s'il faut surtout… Voilà l'erreur à ne pas faire au CRPE. Parce que c'est quand même la différence entre pronom et déterminant, c'est la base pour un professeur des écoles. On va faire ça avec nos élèves dès le CE1. Donc là, encore une fois, c'est le genre d'erreur assez rédhibitoire au concours. D'accord. Donc je reviens sur ce que j'avais fait. Oui. Voilà. C'est bon? Et Marois demande de relier par apposition, c'est faux? Par apposition, oui, il n'y a pas d'apposition là. On ne peut pas parler d'apposition, c'est de la juxtaposition. Surtout que ce n'est pas parce que j'ai une apposition que j'aurai une proposition. D'accord? L'apposition est une expansion du nom. Et l'apposition, en tant qu'expansion du nom, ce n'est pas forcément une proposition. Donc, on peut avoir une proposition qui soit apposée, mais non. Là, c'était véritablement la juxtaposition. Et la virgule ne fait pas forcément la position, et la position ne se limite pas à la virgule. Merci. Et Sonia demande si les propositions indépendantes ont été mentionnées, mais pas le terme phrase complexe, est-ce grave? Non, rien n'est grave, rassurez-vous. Donc après c'est un concours. Donc, ce qui veut dire qu'il faut faire la différence. Donc, il est évident qu'on va apprécier les candidats
qui auront identifié une phrase complexe. C'est un concours, et ne nous leurrons pas, on va dire les choses telles qu'elles sont de suite, c'est un concours difficile. Voilà. Je vous le dis d'une part parce qu'il faut savoir si vous ne l'avez jamais préparé dans quoi vous vous engagez, et d'autre part parce que souvent les gens ont tendance à penser que c'est RPE, professeur des écoles, institut, c'est facile. Non, non, c'est un concours complexe. Donc à partir du moment où vous avez dit que c'est 3 propositions indépendantes, c'est juste. Mais c'est vrai qu'on risque, si d'autres candidats ont marqué phrase complexe, eh bien effectivement ces candidats-là risquent de prendre quelques quarts de points de plus. Et nous savons qu'au concours, des quarts de points, c'est des dizaines de places. Voilà. Donc, grave, non, mais discriminant un peu. Merci. Nous avons ensuite, je les regarde, donc toujours pareil, on est très méthodique. Je les regarde, un verbe, je les écoute, un autre verbe, je suis le verbe être, mon cœur s'apaise. Ils n'ont même pas mis de verbe à l'infinitif, on n'a même pas à savoir si on avait une infinitive ou quoi que ce soit. J'ai 4 verbes, ce qui signifie que j'ai 4 propositions. Je vois encore une fois que je n'ai pas de mots subordonnants, d'accord? Donc, je ne vais pas avoir de propositions subordonnées et je vais avoir des indépendantes. Elles vont être comment? Elles vont être reliées comment? Alors, on pourrait dire qu'elles sont juxtaposées, mais elles sont surtout coordonnées. Et lorsqu'on a virgule et conjonction de coordination, c'est la coordination qui prime. Donc là, on avait le deuxième cas possible des indépendantes. Il fallait expliquer qu'on a une phrase complète qui comporte 4 propositions indépendantes et elles sont reliées par la conjonction de coordination et. Et je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus. Voilà. Alors, vous auriez pu dire juxtaposer et coordonner, sauf que dans ce cas-là, il faut choisir et que ce qui importe, c'est la coordination. Vous avez pu dire aussi qu'elles sont coordonnées par et puis, qui est juste également. Moi, je suis restée sur le et. Voilà, c'est ce que Sarah a écrit. J'ai bien dit que c'était coordonné en ajoutant quand même la juxtaposition. Oui, ce n'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous ayez bien dit qu'elles étaient coordonnées, parce que là, elles sont coordonnées. Bien. La troisième Non, question. il y a Déborah qui emploie un terme là que c'est intéressant de venir dessus. On peut dire qu'il s'agit d'une police indette. Oui, absolument, on peut le dire, même si ce n'est pas ce qu'on attend, parce que ça, c'est plus dans les figures de style, mais c'est le cas, absolument. Ouais, c'est très bien. Alors, oui. Moi, j'ai tendance à être plutôt dans la simplicité, mais vous avez absolument raison, donc on peut le dire. Et enfin, mon dernier cas, donc toujours pareil, très méthodique, soulignons les verbes, je contemple, sort, 2 verbes, toujours pas d'infinitif, on ne nous a pas mis une petite infinitive perfide. Je regarde et là, je m'aperçois que j'ai un mot subordonnant. Donc, j'ai un mot subordonnant, donc là, je vais avoir une subordonnée et ce mot subordonnant, c'est un pronom relatif. Donc, je vais dire que j'ai une phrase complète qui comporte 2 propositions, pas indépendantes cette fois-ci. Je vais dire que j'ai une proposition principale, je vais l'identifier, je contemple, etc., etc., et à laquelle est reliée par le pronom relatif qui, une proposition subordonnée relative adjective. Et comme la question c'est comment elles sont reliées, je dis bien qu'elle est reliée, la subordonnée relative est reliée à sa principale par le pronom relatif qui. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Sur la forme, Sarah dit pour délimiter les propositions, j'ai réécrit le texte et j'ai délimité sur ma copie, c'est bien ça? Ben, on le fait, ça, on le fait. Alors, c'est vrai que moi, je dis faites-le plutôt que de faire des bêtises, mais c'est vrai que les correcteurs vont préférer que vous rédigiez. Mais franchement, si c'est juste, vous aurez vos points. Vous aurez vos points. C'est vrai que des moments, c'est tellement plus facile de réécrire et de délimiter, je vous comprends. Hein. Et Diane, pour la question relative déterminante, c'est bon aussi? Elle n'est pas déterminante, elle est déterminative. Oh, pardon, c'est moi qui me trompe. Ah oui, c'est bon, mais c'est vrai qu'on va après. Enfin, ça aurait été bien que. Est-ce que vous avez dit juste relative déterminative ou relative adjective déterminative? Parce que le plus important, c'est de relever qu'elle était adjective quand même, puisqu'elle a un antécédent exprimé. Mais elle est effectivement déterminative, oui. Et non, il ne l'a pas écrit. Oups. Ah, c'est pas bien grave. Mais elle est déterminative, donc écoutez. En disant qu'elle est déterminative, on comprend qu'elle est adjective. Voilà. Et voilà pour cette question 3, qui finalement était aussi accessible.
On a la question 4 auquel on s'attendait. Voilà. Pour le moment, quand j'ai vu le sujet, j'étais relativement sereine en me disant, pas de surprise, on l'a traité, tout va bien. On indique le temps et le mode et on commente l'emploi. Classique de chez classique. Donc, je fus toute ma vie ainsi. Eh bien, fut, on indique, alors on pourrait le faire aussi sous forme de tableau. Je ne l'ai pas fait sous forme de tableau pour des raisons pratiques. Donc, on va dire que c'est un verbe conjugué au passé simple du mode indicatif. Et puis, il y a plusieurs possibilités de justifier le passé simple. Peut-être que certains ont l'habitude de dire que c'est une action bornée. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est une action de premier plan dans le récit. Voilà. Mais après, si vous avez dit que c'est une action bornée, c'est très bien aussi. Il y a plusieurs façons de justifier le passé simple. En soi, c'est un des temps les plus faciles à justifier. Donc, c'était très gentil de leur part de nous mettre un passé simple. Après, j'espère que dans le feu de l'action, vous n'avez pas omis de vérifier que le « et » ici était pas le verbe avoir, mais bien l'auxiliaire. Donc, il fallait bien voir que c'était le verbe connaître qui était conjugué au passé composé. Donc, est connu, verbe conjugué au passé composé du mode indicatif. Ils aiment bien de temps en temps, comme ça, quand il y a un auxiliaire qui est loin de son participe, nous le mettre. Une fois que vous n'êtes pas tombé dans le piège, parce qu'évidemment que vous n'êtes pas tombé dans le piège, vous avez bien vu que c'était un passé composé, eh bien, là aussi, aucune difficulté, ils ont été assez gentils, puisque nous savons que au mode indicatif, tous les temps composés marquent l'antériorité, quels que soient les temps composés, ça marque l'antériorité, et on rajoutait que c'était l'aspect accompli du présent, puisque tous les temps composés sont l'aspect accompli de leur temps simple, et c'était tout. Donc, vous voyez que jusque-là, pas de piège particulier. La seule petite difficulté que des fois, on ne voit pas parce qu'on est un peu stressé quand même, c'est de ne pas avoir vu que c'était un passé composé. C'est bon? Alors, un anonyme, parce que iPhone de Lenovo, je ne sais pas qui ça peut être, il refuse action achevée ou action unique plutôt qu'action de premier plan? Action achevée, parce que, alors on ne peut pas dire action achevée, parce que c'est un temps, c'est pour ça qu'on dit borné. Borné et achevé, ce n'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas une action achevée dans le sens où c'est un temps simple et que les temps simples sont inaccomplis. Les temps simples marquent l'action achevée, ça aurait été un temps composé. Après, unique, soudaine plutôt. Vous auriez très bien pu marquer un fait soudain, parce que le passé, c'est un premier plan, parce que c'est un fait soudain. Donc, c'est vrai que la terminologie de unique, ce n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude d'employer. Et dire que c'est achevé, c'est borné, mais ce n'est pas la même chose. Sophie demande toujours pour fut, emploi duratif. Oui, absolument, un emploi duratif. Oui. Et Gaëlle, narration dans le passé. Narration dans le passé, oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est vrai que traditionnellement, les passés simples, on va vraiment les voir par rapport, alors bornés ou pas, et par rapport à l'action de premier plan, puisqu'après, là, on n'en a pas, mais si on avait eu un imparfait, on aurait dit que c'était une action de second plan. Donc, c'est vraiment. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on l'apprend aux enfants. Donc, c'est une habitude. Mais narration dans le passé, je pense qu'on peut vous le valider. En tout cas, c'est exact. Et pour est connu, pour Déborah, passé composé, c'est un passé qui a un impact dans le présent. Dans ce cas, ça marchait ou pas? Impact dans le présent, le mot impact, c'est l'aspect accompli du présent. Après, on attend quand même un minimum de terminologie. Donc, dans un minimum de terminologie, ce qu'on attend, c'est l'aspect accompli du présent. C'est vraiment quelque chose, je ne suis pas... Alors, c'est toujours pareil, peut-être qu'on vous l'accordera, mais si cette année, vous avez le concours, ce que je vous souhaite, tant mieux. Mais si vous devez de nouveau le représenter, essayez d'être beaucoup plus rigoureuse dans votre terminologie. Oui, c'est de la codification, hein, bien entendu. Et oui, c'est la terminologie, en fait, on ne peut pas. Voilà. Après, il y a celle qui fait consensus, il vaut mieux quand même s'appuyer dessus. Voilà, merci pour Déborah. Mais de rien. Et puis après, nous avions deux verbes au présent. Donc, il fallait, le plus simple, c'était de les voir ensemble. Donc, il fallait bien voir que envahi était un présent et il ne fallait pas m'en faire un passé simple, c'était tentant parce qu'ils ont la même forme. Hein. Mais là, on voyait bien qu'on avait deux verbes au présent.
Donc, envahit, aimante, verbe conjugué au présent du mode indicatif. Et c'est vrai que les présents du mode indicatif, pour moi, c'est certainement les valeurs les plus subtiles à déterminer. D'accord? Parce qu'on aurait peut-être pu penser que c'était l'énonciation, dans le sens où c'est le temps de l'énonciation, au moment où le poète compose son poème, donc ça aurait pu fonctionner. Et c'est vrai que moi, j'en ai plutôt vu une vérité générale du point de vue du poète qui estime effectivement que eh bien, les enfants, c'est effectivement l'oubli que procure l'innocence des enfants, c'est quelque chose qui traverse les temps et qui pour lui sera vrai de tout temps. Donc j'y ai vu une vérité générale. Je ne sais pas si ceux qui ont passé le concours, ce que vous avez vu dans ce présent, c'est toujours très délicat le présent de l'indicatif à analyser. Tu as des retours? Non, mais je pense que c'est ce que tout le monde a vu, hein, pareil. Oui. Présent de narration, voilà. Habitude pour Alors, le premier, pour le second. Présent itératif pour Cathy. Itératif, Cathy, un présent d'habitude. Itératif, c'est l'habitude. Hein. Est-ce qu'on peut véritablement le mettre en présent d'habitude? Narration, vous savez qu'un présent de narration, c'est un présent qui en fait remplace un passé simple. Donc, je suis dubitative. J'y vois vraiment une habitude, moi. Une vérité générale, pardon. Oui, c'est habitude pour le premier et pour le second, présent itératif. Ouais. Mais itératif et habitude, c'est le même. Hein. Donc, voilà, là encore une fois, c'est deux termes différents pour désigner une même réalité linguistique. C'est exactement la même chose. Plusieurs parlent d'énonciation aussi. Eh oui, c'était tentant, énonciation. Alors, l'énonciation, je ne sais pas si on va vous l'accorder ou pas. Moi, j'avoue que ce n'est pas complètement faux, parce que c'est effectivement le présent du moment où Hugo est ancré dans la situation d'énonciation. Après, c'est possible qu'on vous l'accorde. Et on avait donc, alors cette année, je l'ai beaucoup travaillé, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, Jean-Paul, tu es témoin dans les lives, on en a énormément parlé. Et on est retrouvé avec notre système hypothétique. Donc, j'espère que mes étudiants l'auront repéré, hein, avec un imparfait et un conditionnel, et avec effectivement une proposition subordonnée introduite par si. Donc, on reconnaît instantanément le système hypothétique. Comment est-ce qu'on va le justifier? Eh bien, on va dire qu'il est marqué par une proposition subordonnée circonstancielle introduite par la conjonction si. Donc là, je vais maintenant justifier mon imparfait. Dans l'imparfait du mode indicatif, chanter marque la condition. C'est un imparfait de condition dans un système hypothétique. Et la proposition principale qui est au conditionnel présent du mode indicatif, béguéré, qui exprime l'hypothèse. Et nous sommes en plein dans le fameux système hypothétique où on est obligé de commenter leur emploi ensemble. C'est-à-dire que s'il y a le conditionnel, c'est parce qu'il est associé à un imparfait de condition. Bon, on avait tellement parlé de ça, donc on a dû l'induire en force de le faire, je ne sais pas. On n'a pas écrit le sujet, hein, je confirme. Non, mais bon, j'espère en tout cas que ça aura été vu par les étudiants. Alors, Beverly dit, pour imparfait, j'ai mis hypothèse et conditionnel, et j'ai mis condition de l'hypothèse. Est-ce que ça fonctionne? Oui, oui. C'est vrai qu'on peut trouver effectivement dans des grammaires un imparfait d'hypothèse. Donc oui, ça fonctionne tout à fait. Mais en fait, c'est bien. En fait, ce qui, moi, me fait dire, pourquoi je l'appelle condition, c'est parce que si je devais analyser la proposition, si les astres chantaient, ce serait une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de condition. Et comme elle est circonstancielle de condition, c'est quand même la preuve qu'on a un imparfait de condition. Mais on peut tout à fait admettre que vous en fassiez une hypothèse. Après, la condition de l'hypothèse, ça fonctionne. C'est un peu compliqué, mais ça fonctionne. Et Sarah et un anonyme parlent de concordance des temps dans l'hypothèse. Et non, justement, il n'y a pas de concordance des temps dans l'hypothèse. On n'est pas... Parce que si les astres chantent, ils bégayeront ainsi. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Si c'était la concordance des temps, ça voudrait dire qu'en mettant les verbes, l'imparfait au présent, je vais avoir forcément du futur. Mais vous n'allez pas dire si les astres chantent, ils bégayeront ainsi. Ce n'est pas terrible. C'est un imparfait modal. Le problème, c'est que c'est un conditionnel modal. D'ailleurs, je ne l'ai pas marqué, mais j'aurais dû le marquer. Il a une valeur modale ici, le conditionnel. Il n'a pas une valeur temporelle. Si vous parlez de concordance des temps, c'est que vous lui mettez une valeur temporelle. Si vous lui mettez une valeur temporelle, ce n'est pas ce qui est attendu.
J'ai oublié de le marquer, je le rajouterai. C'est un conditionnel qui a une valeur modale. Il ne rentre absolument pas dans le cadre de la concordance des temps. Merci. Voilà. Cathy, dites-moi que vous l'avez vu. Il n'y a pas de réponse à Cathy. Alors, Gaëlle disait, avant, on disait conditionnel présent. Oui, elle l'a vu avec plein de oui. Ah, ne faites pas peur comme ça, Cathy, s'il vous plaît. Hein. Oui, vous avez raison, Gaëlle. Le problème qu'on a, c'est que, j'en ai beaucoup discuté, c'est que pour moi, le conditionnel est un mode. Le problème que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, à l'école, il est véritablement identifié comme un temps du mode indicatif. Ce qui fait que j'ai dit à mes étudiants, pour être sûr d'être dans les clous, notamment par rapport à une espèce de terminologie que le ministère a publiée et qui identifie complètement le conditionnel comme un mode de l'indicatif, j'ai demandé aux étudiants de l'identifier comme un mode de l'indicatif. Voilà. Mais c'est compliqué parce que le conditionnel, il est soit temporel, soit modal. Ça fait vraiment, il a vraiment cette particularité. Voilà. Mais c'est vrai qu'avant, on disait que présent du mode conditionnel, absolument. C'est bon? Du coup, alors pourquoi Gaëlle, du coup? Ben non, du coup, c'est faux. Non. Non, non, c'est pas faux. C'est pas faux. Si vous avez dit quoi? Vous avez dit présent du conditionnel, conditionnel présent. C'est juste, c'est juste. Il n'y a pas de souci. C'est juste. On ne pourra pas vous le compter faux. Ou alors, c'est que vous avez un correcteur obtus, ce qui n'est pas exclu. Nous sommes bien d'accord. Hein. Mais non, ce n'est pas faux. Moi, personnellement, je ne vous le compte pas faux. Elle est rassurée. Oui, ne vous en faites pas. C'est bon là-dessus? Oui. Donc, finalement, bien, pas trop compliqué, sauf ce petit système hypothétique, effectivement, qui pouvait poser problème à certains. Question 5, alors celle-ci était assez particulière. On vous demandait de remplacer les formes soulignées par des propositions subordonnées. On ne vous demandait même pas d'identifier leur nature et sans vous préoccuper de la longueur du verre. Donc ça, c'était gentil, hein, parce qu'effectivement, si en plus il fallait maintenir les alexandrins, ça aurait quand même été très complexe. Bon, bah, écoutez, on a les enfants chancelants sont nos meilleurs appuis. Que faire à part les enfants qui chancellent sont nos meilleurs appuis? On est bien d'accord, que faire à part ça? Et puis même si on ne me le demande pas, allez, pour une fois, je ferai presque un peu de zèle au concours et je dirai que j'ai une proposition subordonnée relative adjective. On ne vous le demandait pas. Si vous ne l'avez pas donné, il n'y a aucune raison qu'on vous pénalise. Mais là, c'était quand même assez évident. Et je pense que vous avez tous vu, ceux qui ont passé le concours, qu'on ne pouvait pas faire autre chose. Voilà. Alors, j'ai deux autres propositions, Véronique Baverny qui dit qui sont chancelants. Oui. Et Sarah qui dit les enfants qui chancelaient. Ah, il faut quand même garder un minimum, il faut que vous restiez dans le présent de vérité générale. Alors, en ayant mis de l'imparfait, je crains là, en revanche, qu'on vous pénalise. Qui sont chancelants, on peut vous l'accorder parce que le passé composé, oui, vous avez rajouté le verbe être, oui, pourquoi pas. Oui, ça marche. Qui sont chancelants marche très, très bien. Par contre, me mettre de l'imparfait, c'est risqué parce que vous changez l'intention de l'auteur, en fait. Et Marie-Moon évoque lorsqu'il chancelle. Ah, les enfants chancelants. Ce n'est pas lorsqu'ils chancellent, c'est parce qu'ils chancellent qu'ils sont nos meilleurs appuis. C'est pas lorsque. Quand vous dites lorsque, vous en faites une temporelle. Or là, regardez, réfléchissons. Les enfants chancelants, chancelant est un adjectif verbal. Sa fonction, c'est d'être épithète, mais surtout, c'est une expansion du nom. Donc, quand vous allez le remplacer par une proposition subordonnée, il faut que ça reste une expansion du nom. Et la relative est une expansion du nom, alors que la conjonctive circonstancielle n'est pas une expansion du nom. Donc là, je crains que vous n'ayez pas vos points, parce qu'il fallait vraiment rester dans cette idée. Lorsqu'on a un adjectif, eh bien, c'est une expansion du nom. Je vais le remplacer par une subordonnée qui est aussi une expansion du nom, d'où la relative. Alors, il y a deux remarques. Déborah qui évoque qu'elle a lu deux graphies étaient acceptées. Chancel, oui. E2LENT, oui. Et chancel, c'est l'accent grave. Oui, c'est-à-dire que moi, je suis rebelle, donc je n'applique pas les rectifications de l'orthographe de 90,
Donc, je l'écris de la manière traditionnelle, mais les rectifications de l'orthographe de 1990 estiment que les verbes en ELER et en ETER, finalement, eh bien, même ceux qui étaient réguliers vont se caler sur les exceptions et peuvent s'écrire accent grave. Mais comme les correcteurs du concours bien, ne sont pas tous au fait des rectifications de 90, je ne prendrai pas le risque, moi, de faire la nouvelle rectification. Voilà. Surtout que Belkacem l'avait imposé en 2014, M. Blanquer l'a enlevé quand il est arrivé au ministère de l'Éducation nationale, donc je vais plutôt rester sur l'orthographe traditionnelle. Mais c'est tout à fait juste, vous avez absolument le droit de le mettre accent grave avec l'orthographe rectifiée. Marianne a changé l'adjectif, c'est faux. Vous avez mis quoi? Ouais. C'est pourquoi vous avez voulu changer? Pourquoi vous compliquez la vie comme ça? Faites simple. On vous demande de remplacer. Vous remplacez par une proposition subordonnée, il faut faire simple. Après, si c'est le même, pourquoi pas, mais ils vont chercher quand même les correcteurs si vous avez repris ou pas chancelé. L'idée, véritablement, c'était de garder l'idée que c'était une expansion du nom. Voilà. Betty a une remarque nouvelle, 90, ça fait 32 ans. Non, mais en français, c'est jeune. Vous êtes désagréable, Betty, je tiens à le dire. Vous êtes désagréable. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait quand même un moment. C'est vrai. Mais l'orthographe traditionnelle, elle date du 17e, donc je suis désolée par rapport au 17e. 32 ans, c'est nouveau. La mauvaise foi caractéristique des enseignants, vous savez. Oui, absolument. C'est bon pour celle-ci? Voilà, Mélanie demandait qui sont chancelants, c'est du passé composé d'après ce que vous avez. Non, je me suis trompée, ce n'est pas du passé composé. C'est en fait, on va rajouter le verbe être et chancelant restera un attribut. En le disant, je me suis aperçue que j'ai dit des sottises. Absolument, ce n'est absolument pas du passé composé. Le passé composé, ça aurait été qui ont chancelé. Vous avez absolument raison de me reprendre. C'est bon? Merci, oui. C'est moi. Alors après, alors ça c'était un peu plus complexe, hein, et il ne fallait pas se tromper. Donc, Jeanne, qui dans les yeux a le myosotis, etc., n'a presque pas de bras, ayant encore des ailes. Donc là, il fallait bien rentrer dans l'idée de Hugo, qui explique en fait que pour lui, il y a les enfants, ce sont des anges qui sont dans le ciel et qui arrivent en fait sur Terre, et qu'on a l'impression qu'ils ont encore ce côté un peu angélique quand ils arrivent sur Terre, et que finalement, eh bien, elle a encore ses ailes, elle n'a pas de bras parce qu'elle a encore ses ailes. D'accord? Donc, la manière dont il fallait le modifier, c'était d'en faire une causale. C'est-à-dire, elle n'a presque pas de bras puisqu'elle a encore des ailes. Vous pouviez dire parce que, étant donné que, vu que, vous pouviez employer la conjonction de subordination ou la locution conjonctive que vous vouliez, mais il fallait que ce soit un lien causal. Et on pouvait rajouter qu'on avait une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle, ce qui n'était pas demandé. C'était vraiment important là. Si vous mettiez autre chose, ça pouvait montrer que vous n'aviez pas complètement compris les propos de Hugo. Est-ce que tu as d'autres propositions? Je suppose que il y a Beverly qui écrit qui est AIENT pour Maëva, car elle avait encore des ailes. Mais le car, ce n'est pas une proposition subordonnée, car. Pour que ce soit une proposition, car vous allez en faire une indépendante coordonnée. Pour que ce soit une proposition subordonnée, il nous faut une conjonction de subordination ou une locution conjonctive. Oui, qui ont encore des ailes pour Amandine. N'a presque pas de bras, ça donnerait quoi? N'a presque pas de bras qui ont encore des ailes, ça donnerait ça? Il va falloir que vous le modifiez. Oui, ça donnerait ça. Oui, c'est ça. Alors, qui, pour saisir l'ombre en trouvant ses enfants, n'a presque pas de bras, qui ont encore des ailes, ça ne va pas fonctionner là. Ça va... En fait, ici, c'est véritablement une causale, donc vous allez avoir du mal à faire autre chose. Elle était un peu complexe, celle-ci. Et si au lieu de mettre A, on met ONT, puisqu'ils ont encore des ailes, ça fonctionne ou pas? Moi, je suis partie du principe que c'était Jeanne.
et qui, pour saisir l'ombre en trouvant ses doigts frêles, ce sont les siens. Donc, on est bien en train de partir de Jade. Le déterminant possessif nous le montre, n'a presque pas de bras, ayant encore des ailes, puisqu'elle a encore. Donc, si vous voulez, si vous dites puisqu'ils ont encore, c'est que vous estimez que ce sont Georges et Jeanne, et ça me gêne avec le déterminant qui est juste avant. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, un anonyme dit qui sont. Ils sont encore des ailes. Non, ça ne marchera pas. Elle a pas. Non, non, ça n'aura pas de sens. C'est vraiment, et c'était vraiment, ça démontrait que vous aviez compris les propos de Hugo dans l'idée que les enfants, et c'est pour ça qu'ils ont autant de pouvoir pour lui, c'est que ce sont des anges en fait. Il y a un côté angélique chez l'enfant. Et ils n'ont pas encore les bras parce qu'ils ont encore des ailes. Leurs ailes ne sont pas encore complètement effacées au profit des bras. C'est complexe ça. Oui, oui. Et Pam demande, ne fallait-il pas une virgule après bras pour bien comprendre le sens de la phrase? Là, presque, non, vous savez, cette virgule-là, elle n'était pas obligatoire. Vous savez que toutes les virgules ne sont pas obligatoires. Vous pouviez, c'était juste, mais vous n'étiez pas obligé. Parce que dans ces conditions, je pars du principe que Hugo l'aurait mise. N'a presque pas de bras, ayant encore des ailes. Vous voyez, si Hugo avait mis la virgule, je l'aurais mise. Mais vu qu'il ne l'a pas mis, je ne l'ai pas mise parce que je me suis dit qu'il ne voulait pas faire de pause et qu'il voulait qu'il y ait une continuité dans son vers. Plusieurs disent qu'ils avaient compris autre chose, en fait. Eh oui. Non, mais je veux bien le croire parce que ce n'était pas simple. C'était la petite difficulté. Voilà pour cette question. Et la dernière question donc, de l'étude de la langue qui était sur la ponctuation, on s'y attendait. On s'attendait à cette… En fait, ils ont mêlé deux questions en une, c'est-à-dire sur la ponctuation et le passage du discours direct au discours indirect. Donc, c'était des choses que nous avions travaillées. Donc, l'usage du double point et la réécriture du vers en supprimant le double point et en faisant toutes les modifications nécessaires. On me demandait de faire les modifications, on ne me demandait pas de les justifier. Donc, je fais les modifications, je ne les justifie pas. Donc, vous avez tous vu que ces deux points, eh bien, c'était l'introduction du discours direct, et je me dis, avec un verbe introducteur, à quoi peuvent-ils donc rêver avec le point d'interrogation, l'inversion du sujet? Donc, le double point dans ce vers permet d'introduire le discours direct. On pourrait rajouter en énonçant les paroles telles que le grand-père se les prononce à lui-même lorsqu'il observe ses petits-enfants. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Dans la réécriture, pas de difficulté non plus. Et je me demande à quoi ils peuvent donc rêver. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais le verbe dire. Je me suis permis de le réécrire, parce qu'on me demande quand même de réécrire le verbe et de remplacer le verbe dire par le verbe demander pour bien introduire mon interrogatif indirect. Après, mon pronom interrogatif, je n'y ai pas touché, puisqu'il va aussi bien pour du discours direct que pour du discours indirect. Après, dans le discours direct, j'avais la caractéristique de l'inversion du sujet. Dans mon discours indirect, le sujet reprend sa place et mon point d'interrogation qui devenait un point. Donc, ça donnait et je me demande à quoi ils peuvent donc rêver. Voilà. Il n'y avait absolument pas de difficultés, peut-être que vous avez fait différemment. Il y a d'autres options, hein. Ça en est une. Et surtout, ne justifiez pas les modifications puisqu'on ne vous le demandait pas. Alors, pour Beverly et Sarah, ils ont mis le discours indirect libre parce qu'il n'y avait pas de guillemets. Ah, parce que mais dans le discours indirect libre, il n'y aurait pas eu de points. Les guillemets, il n'y a pas les guillemets parce que c'est de la poésie, d'accord? Mais et en plus, parce qu'il se parle à lui-même. Donc, c'est pour ça que vous vous êtes dit discours indirect libre. Mais le discours indirect libre n'aurait pas eu les deux points. Le discours indirect libre, ça aurait plutôt été et je me demande à quoi ils peuvent bien rêver. Vous voyez, si ça avait été et je me demande à quoi, et même pas, ça aurait été compliqué. Et je me demande, voilà. À quoi? Ouais. Mais ce n'est absolument pas du discours indirect libre à cause des deux points. Il n'y a pas les marques du dialogue dans le discours indirect libre. Il y a beaucoup de propositions et je me demande ce à quoi ils peuvent rêver. Oui, très bien. À quoi ils pouvaient rêver. Non, vous ne changez pas le temps des verbes, vous ne le changez pas. Et le je me dis étant du présent,
il ne fallait surtout pas changer le temps du verbe. Si le dit ici était du passé simple, mais il ne parle pas au passé simple, Hugo. Donc, sauf quand il parle de son passé. Hein. Mais là, et je me dis, il va les voir. Hein, alors, je ne sais plus, dans le verbe 32, je vais le reprendre. Je distingue présent ébloui et je me dis présent. L'homogénéité temporelle fait que si vous avez mis de l'imparfait, ce sera faux. Il faut que vous gardiez l'homogénéité temporelle. Dit est du présent, je garde du présent. Oui. Parce que là, il y a une richesse de réactions. Je voulais reprendre une phrase, mais je ne la retrouve plus. Tant pis. Ah. Une phrase de Sarah. Je songea aux rêves auxquels ils peuvent rêver. Oh là là. Alors, et je songea, sûrement pas. Et je songeais, EAI, parce que là, c'est rédhibitoire. Même pas, ils vont vous corriger. Et il fallait quand même garder l'idée du questionnement, d'accord? Donc, le verbe songer, ici, c'est pas pertinent. Il ne songe pas, il se dit, il le dit, donc il se demande, en fait. Et puis surtout, vous ne trompez pas de personne quand vous... Gaël, c'est intéressant aussi, et je m'excuse auprès des autres, hein, parce que je ne peux pas prendre toutes les remarques. On ne nous précisait pas dans le contexte, du coup, pourquoi du passé simple, pourquoi pas du passé simple pour dit, DIS. Parce que Gaël, c'est forcément dans le contexte. Vous réécrivez ce vers, vous n'avez pas le droit de changer. Donc, vous retournez dans votre poème et vous regardez l'environnement. Or, on est complètement dans du présent. Le soir, je vais présent. Je distingue présent et je me dis présent. Ça n'aurait aucun sens que ce soit du passé simple. Et même si on ne vous dit pas dans le contexte, c'est forcément dans le contexte. Là, il n'y a pas de, vous ne pouvez pas l'interpréter différemment. Et je pense qu'ils ont fait exprès de mettre dit pour vérifier si les candidats avaient bien identifié que c'était du présent. C'est bon, Jean-Paul? Oui, et Johanna dit le présent n'est pas un temps de l'indirect, si. Ça dépend. Est-ce que vous avez En fait, le présent, c'est un temps de ce que vous voulez. Si vous avez une énonciation ancrée, vous aurez du présent, situation d'énonciation au présent. Donc, votre passage au discours indirect va rester au présent. Si vous avez une énonciation coupée, vous aurez du passé simple. Mais rien n'empêche que le présent soit un temps du discours direct. On peut très bien avoir une énonciation au présent. Et toute la difficulté ici était justement de bien identifier un présent pour ne pas mettre à quoi pouvait-il donc rêver, parce que là, c'est faux. D'accord, ok. On va avancer un peu. Ouais. Bon. Oui, c'est bon. Parce que là, il y a moult demandes, mais voilà. Et ouais. Donc, on en a. En fait, c'était pas compliqué, c'était juste de bien connaître les règles du passage du discours direct au discours indirect. Mais ils ont été perfides en mettant le dit. On a fini avec notre étude de la langue sur 7 points. On arrive à la compréhension lexicale sur 4 points. C'était à peu près ce que je misais avec mes étudiants. On s'était dit que ce serait ça. Pas de surprise dans les questions. La formation d'un adjectif. Et là, ils vous disaient que c'était un adjectif. C'est là où je les ai trouvés gentils. Parce que dans les sujets zéro, ils mettaient tout le temps du mot pour ne pas donner d'informations. Là, il vous disait quand même que c'était un adjectif. Donc, quand vous arriviez là, si vous aviez marqué participe passé employé comme adjectif, il fallait véritablement remonter dans votre question et vous corriger. Et expliquer le mot chancelant en contexte et puis comment le lexique employé. Donc, vraiment, ce qu'ils avaient prévu et, à mon avis, pas véritablement de difficulté. Analyser un mot, c'est quelque chose, analyser la formation des mots, c'est quelque chose de très technique. C'est quelque chose qu'il faut faire de manière méthodique. Moi, je vais vous le faire de la manière la plus méthodique qui soit, mais après, il y avait une autre option. L'adjectif insensé est formé par dérivation propre. On attend que vous identifiez la dérivation. Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle est impropre? Et on peut rajouter qu'une dérivation propre, c'est-à-dire par ajout d'un fixe à un radical. Ensuite, il fallait donner le radical. Alors, je suis partie du non-sens. Si vous êtes parti de l'adjectif sensé, je pense que si toute votre présentation est correcte, il n'y aura pas de souci. D'accord? Mais moi, je suis partie du radical sens. Donc, je vous le répète, si vous êtes parti de l'adjectif sensé, c'est tout à fait possible. En partant du radical sens,
il faut tout le temps donner la signification. Donc, je vais dire qui désigne ce qui relève du jugement, de la raison, de la capacité à prendre des décisions. Toujours donner le sens du radical. Après, on décline la dérivation. Donc, on ajoute à ce suffixe, à ce nom, le suffixe adjectival « et », qui signifie pourvu de. Donc, si vous ne le saviez pas et si vous partiez directement en disant le radical et l'adjectif censé, ça fonctionnait. Et vous n'aviez pas cette étape-là. Et après, on y adjoint le préfixe « un » qui exprime le contraire. Une fois qu'on a fait ça, même si on ne nous le demande pas, eh bien, on va quand même expliquer que c'est un adjectif, donc il est accordé avec le GN auquel il se rapporte, d'où les morphèmes de genre et de nombre ES. On donne son sens. Adjectif insensé, c'est quand même une question lexicale, qualifie donc des actes, des paroles, des faits contraires au bon sens, à la raison. Et moi, ce que je demande toujours à mes étudiants, c'est de revenir au sens dans le contexte et d'expliquer que, eh bien, Hugo va opposer les choses insensées pour montrer en fait que il va dire que ce soit des choses sages, des choses insensées. De toute façon, quand les enfants arrivent, eh bien, il est totalement diverti et préoccupé par ses petits-enfants. Voilà. Donc, si vous êtes parti de sensé, je pense que c'est ce que vous avez fait la majorité, on ne peut pas vous pénaliser. Après, il faut que ce soit propre. C'est une dérivation propre, il faut donner le sens du préfixe, il faut donner le sens. Voilà. Pas de surprise. C'est bon? Pas de remarque. Pas de surprise. C'était sans surprise. Avec mes étudiants, on s'était dit que si on n'avait pas de formation, on leur en mettait une gratuitement pour ne pas avoir passé toute l'année à dériver, pour ne pas l'avoir au concours. On s'était dit, on leur met un cadeau, on prend un adjectif au hasard et on leur donne. Donc, après, on avait le sens du mot chancelant, donc on retournait dans le texte. Là, les enfants chancelants sont nos meilleurs appuis. Dans le texte, pour moi, donc l'adjectif verbal chancelant en contexte se rapporte aux enfants pour rappeler que ce sont des êtres encore fragiles. Donc pour moi, chancelant ici, c'était la fragilité. Mais je sais, c'est quand même une question sur la compréhension lexicale. Je ne vais pas m'arrêter là et je vais expliquer qu'il y a une opposition. Car bien que chancelant, c'est-à-dire peu assuré, eh bien, ce sont ces enfants qui sont les meilleurs appuis, les repères, les soutiens sur lesquels les adultes peuvent se reposer. Donc, j'étais quand même un peu plus loin que de juste donner un synonyme. Et là, il fallait bien voir que c'était la fragilité des enfants qui étaient, ils n'étaient pas titubants, là, les enfants, hein. C'était chancelé dans le sens d'être fragile. C'est bon? Ah oui. Déborah parle d'antithèse. Oui, pourquoi pas? Oui, moi ça me va. On pourrait dire une antithèse, absolument. Oui, dans le sens où effectivement, moi c'est ce que je vous dis, il y a une opposition, mais l'antithèse c'est très bien. Merci. Et après, nous avions donc, ils ont été gentils, hein, ils vous disent que le mot enfant vient du latin enfance qui ne parle pas. Et après, question classique, eh bien, comment le lexique employé va à la fois confirmer cette étymologie et à la fois l'invalider, c'est-à-dire montrer que ce n'est pas forcément vrai. Donc là, eh bien, vous reprenez votre poème, vous regardez bien le lexique, vous vous armez de 2 stabilos et ça va donner, on le lit, donc on ne va pas le faire. Hein. Moi là, j'ai vu que Hugo dit que leurs essais d'exister sont divinement gauches, donc gauche, ça vient corroborer le fait qu'ils ne parlent pas ou mal. Par contre, il va parler de parole. Or, si on parle de parole, c'est qu'on a la parole, c'est qu'on parle. Mais en même temps, dans ces paroles, c'est des ébauches. Donc, on voit bien que les enfants sont en train d'apprendre. Et on a encore ici une contradiction, une espèce d'opposition, une antithèse. Donc, on voit en fait que ça va être les deux. Ensuite, si on va un peu plus bas, il nous parle de dialogue. Donc, le dialogue, c'est vraiment ce qui se rapporte à la parole. Mais il parle de dialogue obscur. Donc là, encore une fois, oxymore un petit peu avec cette idée d'un dialogue obscur. Si on va un peu plus loin, on voit que les enfants s'entendent entre eux. Et là, on voit aussi qu'on pourrait parler d'un langage de connivence, c'est-à-dire qu'ils parlent, mais en même temps, ils se comprennent eux-mêmes. Donc, ça veut dire que les autres ne les comprennent pas. Je continue avec le verbe écouter, donc c'est qu'ils parlent, s'ils écoutent, si on peut les écouter. Après, on avait jaser, qui appartient au champ lexical de la communication. On a le verbe parler,
à la forme interrogative. Et on a encore la connivence, c'est-à-dire il parle, mais comme la fleur parle à la source des bois. Donc c'était quand même un langage qui n'est pas encore un langage qui est le langage de tout le monde. Comme leur père, Charles, parlait à leur tante, comme lui-même nous parlait quand il nous parlait de son père. Donc c'est un langage, mais un langage qui va impliquer que les gens se connaissent, avec par contre la répétition du verbe parler, qui montre bien qu'il y a quand même cette idée pour Hugo d'une communication, hein, d'une parole. On a aussi le fait que Jeanne harangue. Alors, ce mot haranguer est très fort parce qu'une harangue, c'est quand on fait un sermon. Donc, c'est vraiment dans le champ lexical de la parole. On a le mot, mais en même temps, les champs où flotte un mot, le mot flotte. Donc, encore une fois, là, on sent que ce n'est pas encore complètement une parole. On va encore avoir le mot. On va avoir les mots mystérieux. Donc, encore une fois ici, une espèce de communication de parole, mais une parole qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. On va avoir encore la connivence, ces mots mystérieux que Jeanne dit à Georges, et ils se comprennent, les enfants. On va avoir le chuchotement. Le chuchotement, c'est le champ lexical de la parole. Jasant, qui revient encore une fois, pour la deuxième fois, balbutiant, qui appartient bien au champ lexical de la parole. Mais encore une fois, normalement, on balbutie des mots, mais là, les enfants balbutient des bruits. Et c'est très joli, hein. Ils balbutient des bruits de vision. C'est vraiment une très jolie image de Victor Hugo. On va avoir le mot voix qui va revenir, le mot bégayer, qui appartient aussi au champ lexical de la parole, mais une parole hésitante, malgré tout. Voilà, donc on s'aperçoit une fois qu'on a fait ça, qu'on a effectivement ce que j'ai mis en bleu qui vient montrer que, comme le dit l'étymologie, ben, l'enfant ne parle pas ou parle mal. On a les mots en orange, en orange qui montrent saumon, qui montrent plus qu'on est quand même dans le champ lexical de la parole. J'ai encadré les antithèses oxymores et on a aussi ce langage de connivence. Donc à partir de là, eh bien, on va répondre à la question sur la copie CRPE en disant que, le lexique confirme que l'enfant est celui qui ne parle pas ou mal par le champ lexical de la maladresse. J'ai dit de la maladresse, vous aurez pu dire autre chose. Je donne quelques exemples. On a gauche au vers 5, tremble des ébauches au vers 6, flotte un mot au vers 45, donc je donne des ébauches. Je vais dire que le lexique, il infirme aussi le fait que l'enfant ne parle pas. Par exemple, par l'emploi du champ lexical de la parole ou de la communication. Vous dites ce que vous voulez. On avait des noms, mots, paroles, dialogue, chuchotement. On avait des verbes. Écouter, jaser, parler 4 fois, haranguer. Et finalement, bien, je vais expliquer que ces champs lexicaux sont employés ensemble comme des oxymores ou des antithèses, pour montrer que finalement, l'enfant se situe entre deux univers. Et c'est la parole en cours d'acquisition. Et on a effectivement une description paradoxale avec l'emploi de termes employés côte à côte qui peuvent paraître contradictoires. Je vais mettre quelques exemples. La parole, où tremblent des ébauches, les dialogues obscurs, la harangue avec des mots avec des chants où flottent les mots, et le balbutiement des bruits de vision. Et je vais dire que finalement, eh bien, le lexique montre que l'enfant parle, mais il emploie un langage de connivence. Connivence entre les enfants, ils s'entendent entre eux. Les mots mystérieux que Jeanne dit à Georges. Connivence aussi dans une comparaison poétique, comme la fleur parle à la source des bois, ou dans une connivence plus familiale, plus réaliste et empruntée à l'histoire familiale, comme leur père Charles parlait à la tante Dédé, ou comme je vous parlais de mon père. Voilà à peu près ce qu'on aurait pu faire pour montrer comment le lexique employé confirmait à la fois le fait que les enfants parlent et ne parlent pas. Alors, Véronique, c'est un travail hyper complet. Et Gaël demande si par manque de temps, on n'a pas pu tout relever, mais que l'on montre que l'on a compris. Est-ce que ça sera oui, bon? Mais bien sûr, Gaël, il y avait 4 points la question. Moi, je l'ai faite parce qu'évidemment, c'est mon côté Hugo, littéraire et tout ce que vous voulez. Hein. Mais après, effectivement, si vous n'avez pas été si loin, mais si vous avez bien étudié, repéré des champs lexicaux, elle vaut pour 4 points la question. Donc, il faut leur en donner pour 4 points. Là, j'ai été bien trop exhaustive, bien évidemment. C'est bon, Jean-Paul? Oui, c'est bon. Je réponds à des questions techniques en même temps. Voilà, et voilà pour le lexique. Donc, vous voyez, pas de surprise. Hein. C'était, somme toute, c'était accessible. Et vous voyez, bien que ce soit un poème,
pas de question de stylistique, pas de question de versification. J'ai employé le mot oxymore, j'aurais pu employer le mot antithèse, mais ce sont des figures de style qui fonctionnent aussi bien pour les textes en prose que pour les textes en vers. Voilà. Est-ce que, alors une question de forme pour cette troisième question, est-ce qu'on pouvait la mettre sous forme de tableau? C'était bon aussi? Oui, à condition, je vais vous répéter ce que je vous ai dit, à condition que votre tableau soit lisible. Oui, absolument. Là, j'ai un peu plus de mal à voir un tableau, mais pourquoi pas? Oui. Et Emmanuel demande si on peut remonter rapidement la question numéro 2. Oui, on peut. Ah non, même je suis en train de... je ne remonte pas là. Alors, rapidement. Pouf, pouf, pouf. Enfin, rapidement. Un peu, voilà, ouais, j'ai hésité. Voilà. Bon. Allez, dites-moi. Je suis à la question numéro 2, Emmanuel. Oui. C'est bon pour vous, Emmanuel? C'est bon? Oui, on va dire que c'est bon. Alors, je repars. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez mis idéalement 1h15. Parce que de toute façon, on sait ou on ne sait pas. D'accord? Il va vous rester une bonne heure et demie pour faire la réflexion et le développement. Vous remarquerez que dans mon timing, je ne suis pas à 3 heures parce que eh bien, je garde 10 minutes de relecture. C'est important de se relire. Contrairement à l'ancienne formule du concours, il n'y a pas des points en plus octroyés si la rédaction est correcte. Par contre, quand on lit le décret, eh bien, il y a des points qui peuvent être enlevés et je sais de sources sûres qu'ils ne vont pas se priver. D'accord? Donc, sur 20, ils n'hésiteront pas à enlever quasiment 5 points si jamais ça ne les satisfait pas. Donc, voilà, 1h15, 1h20 pour faire proprement l'étude de la langue et le lexique, 1h30 pour faire la réflexion et ensuite, eh bien, 10 minutes pour se relire. Alors, nous avions un sujet qui était dans la formulation qui correspondait au sujet 1 de sujet 0. Après avoir mis en lumière la nature de la relation intergénérationnelle de ce poème, donc on a ici, 9 points. 9 points, c'était à peu près ce qu'on avait misé. Donc voilà, pas de surprise. On avait très peur qu'ils nous le mettent sur 12 points ou sur... mais finalement, non. Donc ça s'équilibre bien. On prend des points sur 9 points. Donc, je disais, après avoir mis en lumière la nature de la relation intergénérationnelle dans ce poème, vous vous interrogerez sur les liens que peuvent entretenir les personnes âgées et les enfants. Mais dans ce sujet-là, on s'aperçoit que finalement, on a le plan. Alors, je pars du principe que vous avez 1h30 pour faire cette épreuve, qu'il faut aller vite. Maintenant, si vous avez un autre plan et que cet autre plan permet de répondre à cette question, c'est très bien. Évidemment que c'est même mieux, sauf qu'après, il faut être efficace. Et que dans l'efficacité, si je dois perdre 10 minutes à trouver un autre plan au détriment de donner des exemples ou au détriment d'avoir un développement structuré, pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Donc, si vous avez trouvé un autre plan, c'est très bien. Si vous vous êtes dit, je prends ce plan parce que de toute façon, c'est un plan et que je ne vais pas perdre de temps à en chercher un autre, eh bien, ça marche très bien aussi. Moi, j'avais le plan. Donc, une première partie où je vais étudier mon poème en étudiant la relation intergénérationnelle et une deuxième partie où je vais vérifier les liens générationnels entre la personne âgée et les enfants. Évidemment, il va falloir que ma réflexion soit structurée, argumentée, et pour qu'elle soit argumentée, elle va à la fois s'appuyer sur le poème d'Hugo et bien évidemment être illustrée et étayée par vos connaissances et vos lectures. C'est exactement la formulation du sujet 0. Donc, pas de surprise. Ça veut dire quoi structurer? On fait une introduction, on fait un développement. Le développement, première partie, nous l'avons. Deuxième partie, nous l'avons. Et une conclusion. Je mets quoi dans mon introduction? Ben, je vais faire une phrase d'accroche. Accroche sur la thématique, accroche sur l'auteur. Puis après, je vais présenter le poème et l'auteur. Puis après, je vais dégager la problématique. La problématique n'a pas été donnée, donc il va falloir qu'on la dégage. Et enfin, je vais annoncer mon plan. Idéalement, dans ma première partie, je vais essayer de faire une première sous-partie, une deuxième sous-partie, éventuellement une troisième sous-partie. Je n'oublie pas la transition structurée, hein. Et puis, même chose pour ma deuxième sous-partie. Le tout
s'appuie sur l'étude du poème, va avoir des apports de mes connaissances et prendra des exemples de lecture. Ma conclusion, tant que faire se peut, ce sera la réponse à la problématique. C'est quand même bien de répondre à la problématique. Et une ouverture éventuelle, parce que des fois, les ouvertures sont trop maladroites, mieux vaut ne pas les mettre. Voilà ce qu'on appelle quelque chose de structuré. C'est bon? Oui. Alors, je vais vous proposer un plan que j'ai fait rapidement qui n'a absolument pas valeur de modèle. C'est une possibilité. Vous avez certainement fait autre chose. C'est pour cela que moi, dans l'année, avec mes étudiants, on en fait une ou deux ensemble et après, ils les font, ils les rédigent, ils me les rendent. Parce qu'on ne peut pas, je peux avoir deux réflexions différentes qui seront bien. Donc, n'allez pas le prendre comme étant un modèle, c'est une proposition. Et c'est surtout pour vous montrer comment travailler. Donc, ma première partie, la nature de la relation intergénérationnelle. Eh bien, moi, j'ai d'abord vu une première sous-partie sur une relation de proximité. Et vous remarquerez par contre que comme ma question parlait de relation, je vais bien reprendre le mot relation pour bien montrer que je réponds à la question qui m'est posée. Ça, c'est de la méthodologie. Qu'est-ce que Hugo nous dit? Eh bien, il nous dit que la personne âgée et l'enfant sont dans une égale proximité par rapport à l'au-delà. Par rapport à l'au-delà, parce qu'on a ce vers 36, c'est lui qui est la charnière. Et en plus, il est au milieu du poème. C'est vraiment la charnière. Ils arrivent, hélas, à l'heure où nous fuyons. Et on voit bien là qu'il y a un moment où personnes âgées et enfants vont être au même moment. Voilà, c'est là ils se croisent. C'est à ce moment-là, ils font plus que se croiser. Ils arrivent, nous fuyons. Donc, il y a une proximité entre la personne âgée et l'enfant parce qu'ils vont se croiser, en fait. Et pour Hugo, eh bien, la personne âgée aborde la fin de son existence. Il nous le dit au vers 8. Moi qui suis le soir, moi qui suis la nuit. Moi, dans le destin pâle et froid se décolore. Alors que les enfants sont aux prémices. Ils sont l'aurore. Vous voyez? Donc, on voit bien que là, pour Hugo, eh bien, il y a un moment de rencontre entre la personne âgée et l'enfant. Donc, c'est une relation de proximité. C'est le rapport à l'au-delà qui les lie. La personne âgée va retourner au ciel alors que l'enfant en sort. C'est très fort chez Hugo, ça. Hein. Quand on connaît Hugo, on sait que, surtout que quand on a lu un minimum, on sait que c'est une idée très forte chez lui. Et cette image de l'enfant perçu comme un ange se retrouve dans le poème, puisqu'on va avoir le champ lexical. Au vers 5, il dira leur essai d'exister sont divinement gauches, divinement. Il dira au vers 46, il y a encore des ailes, on l'a vu tout à l'heure. Au vers 64, il trébuche encore, ivre du paradis. Et il dira au vers 57-58, dans le ciel, il savait ce que la terre ignore. Donc, on a un côté très angélique ici. Une fois que j'ai fait ça, j'ai respecté, je me suis appuyée sur le texte d'Hugo. Apporter des connaissances ou des lectures, je n'en avais pas. Et comme j'ai essayé de faire cet exercice-là en temps limité, sans faire de recherche et en gardant ma propre culture, je n'avais pas de complément qui me venait, je n'en ai pas mis. J'ai ma deuxième sous-partie, une relation consolatrice. Et je garde encore le mot relation, ce mot relation qui est dans ma question. Donc, une relation consolatrice. Pour Hugo, cette caractéristique angélique, elle est propre aux enfants. Donc, vous voyez que j'ai fait un lien. J'ai dit qu'il percevait l'enfant comme un ange. Donc, cette caractéristique angélique propre aux enfants, eh bien, elle apporte un apaisement, une consolation aux personnes âgées. Donc, il va le dire à un moment, je ne suis plus qu'un bonhomme rêveur, apaisement, mon cœur s'apaise, il le dit clairement, et il parlera de l'oubli qui nous envahit. Donc, c'est une véritable consolation. Et pour le poète, l'innocence des enfants apporte quiétude et rémission aux personnes âgées. Et là, j'ai puisé dans ma culture, et il y a un très beau roman de littérature jeunesse que je faisais lire au CM2, qui est vraiment un très très beau roman de Yael Hassan, qui s'appelle Momo, Petit Prince des Bleuets. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu. Moi, je le faisais lire en fin CM2. Ça permettait de rentrer, ce n'est pas un album, il n'y a pas d'illustration, hein. Ça permettait de rentrer dans les romans de littérature jeunesse, où c'est une très belle histoire d'amitié entre Mohamed, un petit garçon qui habite la cité des Bleuets,
et Monsieur Édouard, qui est un instituteur à la retraite. Et il va se lier entre ces deux personnages une amitié où on va s'apercevoir que finalement, Mohamed va énormément apporter à Monsieur Édouard. C'est vraiment un très beau livre de littérature jeunesse que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu. Et voilà. Donc là, je le mets comme ça. J'aurais dit 2 phrases après pour expliquer pourquoi je choisis. Là, j'ai apporté une connaissance. Vous auriez pu apporter un autre exemple. Romain Gary, par exemple, avec La vie devant soi, aurait pu fonctionner. Vous aurez pu proposer un exemple de film, vous auriez pu proposer ce que vous vouliez. Il faut essayer quand même d'apporter des connaissances. C'est bon, Jean-Paul? Oui, il n'y a pas de question de fond, juste de forme. Sonia demande approximativement le barème pour cette 3e partie. On n'en sait rien. Après, les barèmes, vous allez avoir des points sur la compréhension du texte, vous allez avoir des points sur l'exploitation du texte, vous allez avoir des points sur les connaissances apportées et les lectures apportées. Donc, si vous voulez, vous allez avoir à peu près 2 points à chaque fois pour ces critères-là. J'ai fait une 3e. Oui. Et Gaëlle est tombée dans le piège du temps passé et elle n'a eu que 45 minutes pour faire ça. C'est dommage, donc, la gestion du temps. Ouais. Après, le développement et la conclusion, ça a été un peu bâclé. Bon, pas grave. Mais après, ah oui, tout à fait. Après, je suis partie sur une relation qui inverse les rôles. Pour Hugo, l'homme âgé avec ses expériences, il nous dit moi, etc., rejoint la faiblesse de l'enfant chancelant, mais attention, qui en dépit des apparences s'avère une puissance et une force sur laquelle la personne âgée peut s'appuyer. Il le dira, je prends pour guide au vers 2, il dira au vers 11 que ça lui ouvre des horizons, et il dira au vers 22 qu'il accepte les conseils sacrés de l'innocence. Voilà. Donc voilà. Et pour Hugo, l'innocence des enfants apporte aussi la sagesse et la connaissance. Et là, je vais dire que c'est intéressant quand même. Les spécialistes d'Hugo le disent. Il a une vision extrêmement moderne pour le 19e siècle. Hein, puisque, donc je dis, c'est contradictoire avec l'idée commune, surtout au 19e siècle, où ce sont les plus âgés qui détiennent les connaissances et donc l'autorité qui va avec ces expériences. Donc, on a là une position très… On a un autre poème, La punition de Jeanne. Jeanne était au pain sec quand elle est enfermée dans le placard et le grand-père vient et lui porte de la confiture. C'est aussi très célèbre ça comme poème d'Hugo où il montre en fait que lui, l'autorité, c'est pas, il va être différent et il le confesse, il dira un petit enfant le rend tout à fait stupide. D'accord, c'est le vers 1 avec cette idée d'une inversion des rôles. Une fois que vous avez fait ça, et là, je vous certifie que c'est très détaillé. C'est très détaillé, donc si vous avez fait beaucoup moins, du moment que vous êtes vraiment parti sur la relation, ça fonctionnera. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas de faire la transition. Donc, transition, je résume. Si Hugo dépeint les liens forts et symboliques entre le grand-père qu'il est et ses petits-enfants, j'annonce ma partie suivante. Qu'en est-il aujourd'hui des liens intergénérationnels entre les personnes âgées et les enfants? Donc là, j'annonce ma 2e partie. J'aime bien dans ma transition faire une question. Et on y va. Donc, questionnement sur les liens. Je reste sur les liens et là, on va faire parler nos connaissances. Donc, je suis partie sur l'absence de lien et vous voyez que je suis bien restée sur le mot lien. L'absence de lien et les ruptures générationnelles. En partant du principe que si Hugo dépeint des relations harmonieuses, on a aussi la notion de conflit entre les générations qui est une réalité qui traverse les siècles et qui perdure. Et vous remarquerez que même dans ma 2e partie, je continue à m'appuyer sur mon texte parce que le texte n'est pas un prétexte, c'est le support. Donc, alors après, je vais dire éloignement géographique, rupture de vie sociale, etc., etc. Donc, on a un lien qui est de moins en moins entretenu, qui s'appauvrit. Ce lien, des fois, s'appauvrit du fait des personnes. Et là, je suis obligée d'apporter un exemple. Je ne peux pas me contenter d'être autant général. On me dit, en vous appuyant sur vos connaissances et sur vos lectures, je suis obligée d'apporter un exemple. J'oublie pas que la question, c'est les personnes âgées et les enfants. Donc, si vous aviez l'idée d'un exemple des personnes âgées, que les enfants devenus grands, moi, je suis vraiment restée sur les enfants. Et j'ai lu un très beau livre qui est grand-père de Marina Picasso, de la petite fille de Pablo Picasso, dans lequel elle va, en fait, ce livre, ça va être pour elle un moyen de combler cette blessure qu'elle a eue d'un grand-père qui ne lui a jamais manifesté aucun intérêt, aucun amour. Donc,
Je vais citer ce livre en disant qu'effectivement, dans Grand-père, Marina Picasso dépeint tout le manque d'affection, le manque de reconnaissance, d'attention dont elle a souffert lorsqu'elle était petite fille. Et comme c'était que peuvent entretenir les personnes âgées et les enfants, je suis vraiment restée dans une perspective de lien personnes âgées-enfants. C'est-à-dire qu'au départ, je m'étais dit, on pourrait parler des personnes âgées qu'on place dans les EHPAD, etc., etc. Mais j'avais l'impression que je ne respectais pas ma consigne en faisant ça. Donc, je suis vraiment restée dans la consigne qui m'était proposée. Ma deuxième partie, ça va être bien quand même la création de liens. Donc, je garde le mot lien avec les avantages réciproques. Les personnes âgées, les enfants ont beaucoup à partager, ils ont à apprendre, ils ont à s'apporter. Les personnes âgées transmettent leur savoir, leurs valeurs. Et je reviens de nouveau sur Hugo en disant qu'on ne la trouve pas, cette idée chez Hugo. Il est assez intéressant ce poème parce qu'à aucun moment il va dire que lui, il apporte quelque chose à ses petits-enfants. Dans ce poème, c'est tout ce que ses petits-enfants lui apportent. Et on va effectivement continuer. On a une affection partagée. Ça apporte aux personnes âgées de la joie, de la compagnie, ça peut adoucir la solitude. Et les enfants apprécient qu'on leur accorde du temps, de l'intérêt. Et la disponibilité des personnes âgées, eh bien, ça permet des enfants de se sentir à l'écoute. Et là, il me faut un exemple. C'est obligé de me donner un exemple. Et là, vous avez un exemple de la société, ou je ne sais pas, mais je pense que vous le savez, on a de plus en plus d'écoles qui ont des partenariats avec des maisons de retraite. On en a de plus en plus. Donc là, c'était vraiment l'exemple à donner. Alors, moi, je suis partie des écoles intergénérationnelles qui accueillent des classes d'élémentaire et des résidents de plus de 60 ans et qui proposent de nombreuses activités communes. Et on a même en 2023 une commune dont le nom m'échappe qui va faire ça avec une classe maternelle. C'est-à-dire que dans la même structure, vous avez l'école et la résidence avec des gens autonomes. Et finalement, ces résidents vont venir prendre en charge des moments de lecture, ils vont venir prendre en charge des moments d'accompagnement aux enfants, ils vont être dans la cour de récréation. Et c'est très intéressant parce que il y a vraiment des liens qui se créent. Pour les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir de grands-parents, eh bien, ils ont des grands-parents par substitution. Les résidents se sentent beaucoup plus impliqués, beaucoup plus actifs. Donc, voilà. École intergénérationnelle, c'est le nom. Vous pouviez tout simplement donner l'exemple de ces écoles qui ont des projets d'école avec la maison de retraite à côté de l'école. En tout cas, ça se fait très, très fréquemment. De personnes âgées qui vont donner du soutien scolaire bénévole à des enfants. Vous aviez plein d'exemples à donner. On est d'accord là-dessus? Letty dit, mince, ces écoles intergénérationnelles, je m'en suis servi comme accroche. Mais c'est très bien, vous en êtes servi, c'est déjà ça, c'est bien. Oui. Et après, c'est quand même un texte sur les grands-parents. Donc moi, j'ai fait une autre sous-partie sur les grands-parents en disant que face à l'augmentation des séparations, familles recomposées, familles monoparentales, les grands-parents, c'est un rôle important. Ils permettent aux jeunes enfants d'avoir un repère stable grâce à leurs souvenirs. Ça rassure les enfants de leur permettre de se situer. Bon, il y a quand même... Alors, on en a fait un dessin animé, mais avant ça, c'est un magnifique roman de littérature jeunesse. Voilà, je vous dis, les classiques de la littérature jeunesse nous montrent surtout des enfants orphelins. Vous pouviez citer Heidi. Heidi de Johanna Spyri, avant d'être un dessin animé, c'est d'abord un livre de littérature jeunesse, un très beau livre de littérature jeunesse où on voit les liens avec la petite fille et son grand-père. Et un autre grand classique qui n'est plus lu, mais qui est vraiment un très grand classique, qui est Le Petit Lord Fauntleroy, qui est aussi un grand classique de littérature jeunesse, où on voit encore les liens qu'il y a entre un grand-père et son petit-fils. Voilà. Voilà au niveau de la méthodologie. C'est bon? Oui. Gaëlle demandait, auriez-vous un exemple de problématique en lien avec votre plan? Ça va? On y va. On y va. Donc maintenant, il faut faire l'introduction. D'accord? Donc l'introduction, on accroche. Les générations qui composent la société appartiennent à des époques, à des temps sociaux différents. De ce fait, il peut exister des clivages. Je continue, mais les liens entre les grands-parents et les petits-enfants restent aussi au cœur des évolutions sociétales, d'autant que grâce à l'allongement de l'espérance de vie et au progrès de la médecine, les personnes âgées, etc., etc. C'est mon accroche, elle est un peu longue. Je contextualise Hugo. Toutefois,
Ces liens ne sont pas l'apanage des sociétés modernes et dès le 19e, Victor Hugo, dans un recueil, pas une, un recueil de poèmes intitulé L'art d'être grand-père, paru en 1877, montre toute l'importance de ces relations en expliquant que finalement, être grand-parent, ça relève d'un savoir-faire, l'art d'être grand-père, ce qui s'avère assez novateur au 19e. Je présente mon poème. Ainsi, le poème Georges et Jeanne se lit comme un récit autobiographique sur la relation entre Victor Hugo et ses petits-enfants. Une fois que j'ai dit ça, problématique. Pardon, je continue à donner une petite précision sur mon poème et ça dévoile une vision assez étonnante de la façon dont le grand-père appréhende ses deux petits-enfants, jeunes petits-enfants. Ma problématique, ça va être la suivante. Ce poème invite à l'heure à se questionner sur les enjeux des liens intergénérationnels, c'est-à-dire les enjeux. Qu'est-ce qu'il y a à perdre? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Les enjeux, ça a été les conflits générationnels, mais aussi toute cette importance qu'il peut y avoir à ménager ces liens intergénérationnels. Et après, annonce du plan que je reprends. Donc, si on regarde mon introduction, on va retrouver l'accroche, on va retrouver la présentation du poème et de l'auteur avec un connecteur qui fait le lien. Ma petite problématique ici, que je n'ai pas mis sous forme d'interrogation, mais que j'aurais pu mettre sous forme d'interrogation, et mon annonce de plan, j'ai bien mes 4 parties de mon introduction. L'introduction, c'est quelque chose qu'il faut soigner. C'est quelque chose qu'il faut véritablement faire avec soin. Ça vous permettra d'être plus léger sur le développement. Autre chose qu'il faut soigner, la conclusion. Dans la conclusion, on commence par répondre à la problématique. Quels sont les enjeux des liens intergénérationnels? Les liens intergénérationnels passent par la transmission d'expériences et de savoir entre personnes d'âge différents. Personnes d'âge différents, c'est-à-dire personnes âgées et enfants, au bénéfice de la société dans son ensemble. Hugo, dès le 19e, impose une vision moderne au regard de son époque et il met en évidence la richesse des rapports entre les générations. Donc, je réponds à ma problématique, mais je reste sur mon texte support. Aujourd'hui encore, je reviens à un contexte actuel, ces liens ne sont pas totalement ancrés et il s'avère nécessaire de dépasser les clivages pour comprendre que le partage intergénérationnel favorise une plus grande cohésion sociale ainsi qu'une plus forte solidarité. Et je vais arriver à une ouverture. Ainsi, outre des écoles qui tissent des liens avec des maisons de retraite, d'autres dispositifs se développent, comme la cohabitation intergénérationnelle, qui permet à des personnes âgées d'accueillir un étudiant. Donc, je suis sortie, c'est une ouverture parce que je suis sortie de l'enfant, en contrepartie d'une présence ou d'une écoute. Et voilà. Des questions? Pas de questions. Alors, Beverly, pour la problématique, j'ai mis en quoi les liens qui unissent les personnes âgées et les enfants permettent à tous d'évoluer. C'est très bien. Évoluer, oui, c'est très bien. En quoi? En problématique, très bien. J'aurais très bien pu dire, c'est très bien. Parfait. Rien à dire. Premièrement, les différents liens possibles, familiaux, amicaux, culturels. Et en 2, les bénéfices de ces liens d'apprentissage de la vie, projection et bonheur. Ça marche très bien, mais à condition de m'avoir bien exploité Hugo dans vos 2 parties et d'avoir apporté. Votre plan fonctionne, mais il ne faudra pas que vous ayez juste mentionné Hugo une fois en vous disant ça y est, je l'ai mentionné une fois, j'ai rempli le marché. Non, non, il faut absolument que vous preniez appui. Et Jodie, quant à elle, a fait le plan éducation en 1 et en 2 moments de partage. Ça dépend les contenus peut-être. Éducation, qu'est-ce que vous avez mis par rapport à Hugo? Jodie, prenez la parole si vous voulez. Ouais, éducation par rapport à Hugo. Est-ce que vous avez parlé d'Hugo? C'est ça le problème. La bienveillance. La bienveillance. Oui, pourquoi pas. Oui, ça marche. Ouais, ouais. Après, il faut vraiment, voilà, on a quand même, après avoir analysé le lien intergénérationnel, les relations. Donc, c'était quand même clairement dit dans la consigne. Donc, il fallait absolument en parler dans votre... Il fallait que ça revienne. Il y avait quand même marqué, après avoir analysé les liens. Donc, il fallait absolument que ce soit fort dans votre plan. Alors, Gaëlle numéro 2, on va dire, sa problématique pour elle,
De quelle manière se met en place le lien intergénérationnel dans la société? Oui, c'est très bien, absolument. Avec un point d'interrogation. Oui, oui, mais bien sûr. Ça marche très bien. Vous savez, la problématique, c'est qu'il fallait juste voir la manière, en quoi, les enjeux. C'est vrai que moi, j'ai tendance à dire, quand on a du mal à dégager une problématique, eh bien, on parle des enjeux. Alors, Sonia, n'est-il pas maladroit de finir sa conclusion avec une phrase du genre « Il est donc nécessaire d'entretenir ce lien tant qu'il n'en est encore temps, la vie est si courte. » Ouais, vous avez raison. Non, c'est pas bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas maladroit. Ça va. Alors, un anonyme, parce que bon, c'est User, mais je pense que ce n'est pas son prénom. J'ai parlé de la relation intergénérationnelle du poème en introduction et pour le plan, ce que les enfants apportent aux personnes âgées, Ouais. ce que les personnes âgées apportent aux enfants. Ouais. C'est le plan dichotomique, hein. J'évite, moi, ce genre de plan. C'est pas évident à mener. Alors maintenant, si vous l'avez bien mené, ça fonctionne, hein. Mais après, si vous avez l'habitude aussi d'avoir ce genre de plan, il n'y a pas de problème, hein. Mais c'est vrai que pourquoi pas. Après, vous savez, je ne peux pas vous dire si votre plan est bon ou pas, dans le sens où c'est le contenu qui va importer. Voilà. Des fois, on a un plan génial, on est content, on lit l'annonce du plan et on se dit waouh, et puis le contenu est creux, ne s'appuie pas sur le texte et finalement, c'est pas bon. Et des fois, on a un plan qui est vraiment moyen et on s'aperçoit que le contenu est super. Donc, c'est difficile de vous dire si votre plan fonctionne ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on va regarder, c'est est-ce que vous vous êtes bien appuyé sur le texte d'Hugo et est-ce que vous avez apporté des connaissances et des lectures supplémentaires? Et surtout, est-ce que c'était structuré? C'est ce que j'ai essayé de vous montrer dans ma correction, qui est juste un exemple. Je structure, j'apporte des exemples et je m'appuie véritablement sur le plan. Voilà. Une dernière remarque de Pierre. Est-ce que si l'on parle de la famille, est-on hors sujet? J'ai parlé de Gilles, famille, je vous hais. Ah! Non, ça dépend de comment c'est amené. J'ai été tentée, Pierre, j'ai été tentée. Mais après, c'était quand même la personne âgée et les enfants. Donc, et Hugo nous parlait des enfants. Donc, est-ce qu'on est hors sujet? Non. On peut estimer que c'est un complément. Si à côté de ça, vous avez véritablement abordé la connexion et les interactions entre la personne âgée et les enfants. C'était un complément possible. Voilà. Mais il fallait vraiment, à un moment, que vous abordiez clairement personnes âgées et enfants. Et puis une dernière remarque de Beverly. Si on s'est beaucoup appuyé sur les connaissances et pas sur les lectures, c'est grave, en s'appuyant beaucoup sur le texte de Victor Hugo. Alors, s'appuyer sur le texte de Victor Hugo, c'était très bien. Ça, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait au moins une lecture parce que c'est vrai qu'il y a quand même marqué vos connaissances et vos lectures. Donc, il faut au moins un exemple de lecture. Au moins un. Voilà. Merci beaucoup. Et un message d'Amandine pour dire de clore les preuves de correction et puis d'aller vers l'année prochaine. Merci beaucoup pour cette correction qui a été très précise et claire, même pour une personne en reconversion professionnelle qui n'a pas fait de français depuis des années. Cela me donne envie de prendre plus de renseignements sur votre préparation au CRPE. Bah, écoutez, j'en suis ravie. En tout cas, on a beaucoup de gens en reconversion. Hein, donc, oui, c'est ça. En fait, c'est sur cela que je voulais te laisser parler. Et nos gens en reconversion, eh bien, c'est une année difficile pour eux, mais c'est une grande année. Je pense que Cathy pourra le confirmer. Et ça vaut le coup, quoi. Mais c'est vrai que c'est une grande aventure, le CRPE, Cathy. Hein. Je ne sais pas si elle est encore là, mais c'est une grande, grande aventure. Voilà. Et si c'est votre projet et si vous êtes en reconversion, je ne peux que vous inviter à le suivre. Elle est partie, Cathy. Elle est partie. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura, en tout cas, rassuré. Vous voyez que nous, cette année, on a beaucoup travaillé, on a quand même bien ciblé, donc je suis assez contente. Après, bon, j'ai quelques regrets, mais ça, on en aura tout le temps. Si vraiment il faut que vous vous disiez que c'est accessible et que
voilà, si c'est vraiment votre projet, allez-y. Et je voulais vous montrer qu'avec de rigueur et de la technique, c'est vraiment quelque chose d'abordable, même si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait du français. Voilà.